Deux tragédies familiales, un fil conducteur. La violence inexpliquée. D'un côté, une nuit de Noël marquée par le meurtre brutal de 6 membres d'une famille à Carnation. De l'autre, une adolescente, Carly Smiley, qui tue sa mère dans un acte de terreur. Ces deux affaires, bien que séparées par le temps et le lieu, révèlent un même phénomène. Des ressentiments familiaux qui nous éclatent en un carnage inouï, laissant derrière eux des vies brisées et des questions sans réponse. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous conter deux histoires qui sont assez courtes mais qui rejoignent une même thématique comme vous l'avez compris. Je sais que c'est quelque chose qui vous avait pas mal intéressé lorsque je vous avais fait justement une compilation de deux histoires sur des meurtres familiaux et je me suis dit que ça pourrait être sympa, n'est pas le mot, mais tout aussi intéressant de continuer sur cette lancée quand j'ai envie de vous partager des histoires qui malheureusement ne peuvent pas prendre place pour une seule et même vidéo. J'espère que cette affaire et ces affaires du moins vous intéresseront. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve dans un instant pour la première histoire, celle de Carly Gregg. Nous sommes en 2024. Le mardi 16 avril, le bureau du shérif du comté de Rankin a reçu un appel d'urgence au 911 à 17h07. Cet appel signale un incident troublant dans le quartier paisible de Farmington Station à Brandon dans le Mississippi. En arrivant sur place, les adjoints ont découvert Heath Smiley, gravement blessé à l'épaule par une balle à l'extérieur de la maison. Avec stupeur, il leur a expliqué la scène macabre qu'il venait de découvrir en rentrant chez lui. Sa femme, Ashley, âgée de 40 ans, gisait morte à l'intérieur de leur domicile, tandis que sa belle-fille, Carly Madison Gregg, âgée de 14 ans, se trouvait sur les lieux, armée d'un pistolet. À l'intérieur de la maison, les forces de l'ordre ont constaté que le corps d'Ashley portait les stigmates de 3 tirs mortels. Une balle sous le menton et 2 autres qui ont atteint son visage. Heath a raconté aux agents qu'après avoir été blessé à l'épaule par Carly, il avait réussi à la désarmer. Sans quoi, je pense qu'il serait mort. Carly s'est ensuite échappée par l'arrière de la maison, ce qui a déclenché une immense chasse à l'homme. Avec le soutien d'un hélicoptère de la patrouille routière du Mississippi et d'autres renforts, une opération de recherche coordonnée a permis de localiser Carly près de la propriété à 17h30. Évidemment, l'adolescente a été arrêtée sans aucune résistance. Cependant, les détails macabres de cette affaire ne font que commencer. Selon les enquêteurs, Carly ne s'est pas enfuie immédiatement après avoir abattu sa mère. Au lieu de ça, elle aurait passé un appel à un ami, l'invitant à venir sur place pour voir la scène. Ce comportement a ajouté une dimension troublante à cette tragédie familiale, qui laisse donc tous les habitants de cette petite ville sous le choc, mais soulève aussi de nombreuses questions sur les événements qui ont mené à ce drame. Vous l'avez donc compris, ce mardi 16 avril, c'est l'appel au 911 qui a alerté pour cette scène de crime choquante. Heath, qui était donc blessé par balle à l'épaule, attendait à l'extérieur de la maison et on a retrouvé la femme de celui-ci qui avait 40 ans décédée. Je vous remets un petit peu dans le contexte. Par rapport à l'appel qu'elle a passé à son ami, on a aussi eu un peu plus de détails. Elle lui avait dit mot pour mot « Est-ce que tu as déjà vu un cadavre ?» En attendant l'arrivée de son ami, justement, Carly aurait caressé ses chiens, leur aurait chanté des chansons, elle aurait été très calme. Et lorsque son ami est arrivé, Carly lui a donc montré le corps de sa mère et l'arme utilisée pour le crime, avant que Heath ne rentre à la maison et découvre l'horreur. Les révélations des autorités par rapport à cette situation ont ajouté une nouvelle dimension à cette affaire. Carly aurait prémédité l'attaque et aurait donc prévu de tuer son beau-père également. Selon le témoignage de son ami,
Carly avait détaillé son plan, affirmant avoir réservé 2 balles pour la tête de Heath et 1 pour sa poitrine. Donc encore une fois, un tir sur 3 balles. Enfin du moins 3 tirs. Cette combinaison de préméditation, de comportement détaché et de violence extrême laisse une famille, mais également une rue sous le choc, tandis que l'enquête se poursuit pour éclaircir les motifs. Le meurtre tragique d'Ashley, 40 ans, a bouleversé le Mississippi. L'auteur présumé, Carly, sa fille de 14 ans, a été arrêtée peu de temps après les faits et donc accusée de meurtre au premier degré, mais aussi de tentative de meurtre sur son beau-père, Heath. Elle a également été accusée de falsification de preuves. L'enquête a révélé des détails troublants, notamment la préméditation et son calme. Comme je vous l'ai dit, elle caressait ses chiens, elle leur chantait des chansons vraiment très étranges. Le juge du tribunal pour mineurs a statué que Carly serait jugée en tant qu'adulte en raison de la gravité des accusations et des preuves. Elle a été transférée à un centre de détention pour adultes du comté de Rankin et elle a une caution fixé à $1 million. Les avocats de Carly ont plaidé non coupable, mettant en avant des troubles de santé mentale. Selon son équipe juridique, Carly avait reçu un diagnostic de problèmes psychiatriques et elle avait récemment changé de traitement médicamenteux avant le drame. En détention, elle aurait déclaré entendre des voix, ce qui nécessite plusieurs ajustements de ses prescriptions. L'avocate de la défense, Bridget Todd, a insisté sur le fait que ces troubles mentaux avaient donc contribué à l'état de Carly au moment des événements, une défense comme une autre. Cependant, les procureurs ont contesté cette ligne de défense, affirmant que la maladie mentale ne pouvait pas justifier un meurtre aussi violent et planifié. Ils ont également critiqué l'équipe de défense de Carly pour avoir refusé une évaluation psychiatrique fournie par l'État, ce qui a conduit le juge à approuver une deuxième évaluation par le ministère de la Santé mentale. En clair, on dirait que la défense essayait d'appuyer là-dessus pour un petit peu sauver leur cliente, mais que malheureusement, ils n'avaient pas de preuves tangibles eux-mêmes et que par conséquent, ils s'étaient un petit peu mélangé les pinceaux. L'accusation a également présenté des éléments du passé de Carly pour appuyer leur cas. Les dossiers scolaires de l'adolescente, obtenus par une assignation, ont révélé des problèmes disciplinaires récurrents, notamment l'introduction de contrebande et même d'un couteau à l'école. Ces incidents suggèrent des comportements inquiétants bien avant les événements tragiques du mois d'avril. Ce cas met en lumière des questions complexes sur la responsabilité criminelle des jeunes atteints de troubles mentaux. Alors que la défense insiste sur l'importance des soins, les procureurs cherchent à démontrer la préméditation et le danger potentiel que représente Carly. La ville de Brandon, elle, reste divisée entre horreur face au crime et compassion pour une adolescente peut-être dépassée par ses troubles. Le procès de Carly, qui s'annonce comme une bataille juridique intense, sera scruté de près, tant pour les implications légales que pour ce qu'il révèle sur les lacunes des systèmes de justice. Depuis son arrestation, Carly, 14 ans, est donc au centre d'un drame juridique et humain. Accusée de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de falsification de preuves, elle reste en détention, malgré les efforts pour sa défense et de sa défense pour réduire son cautionnement et améliorer ses conditions. L'avocate de Carly a présenté plusieurs requêtes pour réduire la caution, arguant que Carly ne présente aucun risque pour la société. Cette avocate a souligné l'absence d'antécédents criminels qui était par ailleurs une élève brillante. Carly était vraiment très connue à l'école pour ses notes et son statut d'étudiante d'honneur. Même si je vous le rappelle qu'elle a donc ramené un couteau apparemment. Malgré ces arguments, le juge a fermement rejeté les demandes, citant le danger potentiel que Carly représente pour la communauté en raison de la gravité des crimes présumés et des preuves de préméditation. Je cite, « La sécurité de notre ville doit passer avant tout ». C'est ce qu'a dit le juge, réaffirmant que Carly restera en détention jusqu'au procès. Les préoccupations sur le bien-être de Carly en détention ont aussi suscité pas mal de débats. L'avocate a rapporté que des incidents où Carly aurait été menacée par un détenu adulte montraient les risques posés à une adolescente vulnérable dans un environnement carcéral conçu pour adultes.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a été transférée dans cet environnement pour adultes. Cependant, ces inquiétudes n'ont pas convaincu le juge. Il a défendu les conditions du centre de détention du comté de Rankin, qu'il a qualifié, non sans une pointe d'humour, de Hilton des prisons. Je ne sais pas si cette pointe d'humour était bienvenue. Évidemment, cette réponse a été critiquée par la défense et certains observateurs qui estiment que l'incarcération prolongée d'une mineure dans cet établissement soulève quelques questions éthiques et pratiques, notamment en matière de sécurité et de santé mentale. Le cas de Carly Gregg illustre un conflit entre justice et préoccupation sociale. D'un côté, les procureurs et le juge insistent sur la gravité des accusations et sur la nécessité de protéger la société. De l'autre côté, la défense met en avant l'âge de cette adolescente, ses antécédents scolaires exemplaires et les difficultés pouvant être liées à sa santé mentale. En attendant son procès, Carly reste incarcérée, une adolescente isolée dans un système conçu pour des adultes. Ce cas pose des questions fondamentales sur la manière dont la justice américaine traite les mineurs accusés de crimes graves, en particulier lorsqu'ils présenteraient des troubles mentaux. L'attention nationale se tourne vers ce procès, il restera à voir comment la balance entre sécurité et compassion sera pesée. Évidemment, le meurtre brutal d'Ashley, qui était une enseignante dévouée, une figure respectée à Brandon, continue de secouer tout le quartier de Farmington Station. Carly fait face à un procès pour meurtre au premier degré et les habitants luttent pour comprendre comment un tel drame a pu se produire. Ashley était aimée de tous ses collègues, de tous ses étudiants. Elle était très dévouée à son travail et extrêmement gentille. Elle avait enseigné dans plusieurs endroits et elle marquait positivement de nombreuses vies sur son passage. Sa mort tragique a laissé un vide immense pour tout le monde. Lorraine, une voisine, a d'ailleurs dit « Vous ne pouvez pas comprendre ce genre de pensée. Vous ne penseriez tout simplement pas que l'enfant ferait quelque chose comme ça. On a juste l'impression qu'il manque quelque chose. Quelque chose ne va pas. » D'autres voisins ont dit que Carly avait fait des actes calculés et que beaucoup expriment une incrédulité face à cette situation. Quelqu'un a dit « Comment ce genre de colère peut être dans l'esprit de quelqu'un ? Comment est-ce que cela peut se produire ?» Le procès de Carly débute le 20 septembre 2024 et ça attire l'attention de nombreux médias. La défense s'est appuyée sur sa santé mentale, comme je vous l'ai dit, en disant qu'elle n'était pas en possession de ses moyens au moment des faits et ses avocats ont souligné ses diagnostics. L'accusation a refuté ces arguments. Ils ont dit que Carly était consciente de ce qu'elle a fait et qu'elle a prémédité ce meurtre. Les procureurs ont présenté des séquences vidéo prises dans la cuisine montrant des détails accablants de la scène du crime, ainsi que le témoignage de Heath, blessé par balle. Le procès, profondément émotionnel pour les jurés et les spectateurs, a fait énormément parler. On voit des séquences vidéo, des moments avant et après le crime qui ont laissé une certaine impression. La défense et l'accusation exposaient leurs arguments, le procès lui soulève quelques questions sur tout simplement l'adolescente, sa santé mentale, la préméditation, toutes ces questions qui tournent en boucle finalement. Évidemment, ce verdict sera déterminant pour Carly, mais aussi pour d'autres personnes qui malheureusement sont enclins à des problèmes de santé mentale et pour voir un petit peu comment est-ce que ce procès sera dirigé pour ces personnes aussi. Le verdict est tombé dans ce procès très médiatisé. Après seulement 2 heures de délibération, le jury l'a déclaré coupable des 3 chefs d'accusation. Meurtre au premier degré, tentative de meurtre et falsification de preuves. Malgré les efforts de la défense, le jury a été convaincu par les preuves accablantes de préméditation et les témoignages détaillant la violence de ces actes. En conséquence, il a recommandé la peine la plus sévère, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict a laissé Brandon sous le choc. Tous les habitants ont partagé des sentiments mêlés de justice rendue, de chagrin persistant. Un voisin a dit que c'était vraiment triste, qu'on s'attendait pas à ce genre de tragédie dans un quartier si calme. C'est un rappel qu'on ne sait jamais qui sont vraiment nos voisins. Ce procès et cette condamnation ont marqué la fin d'une étape dans cette affaire. Mais évidemment, la douleur de la perte d'Ashley reste là et rien ne pourra la ramener, notamment parmi ses collègues, ses proches et ses anciens étudiants. Cette affaire continue de soulever des questions sur la manière dont la justice traite les mineurs qui sont accusés. Certains considèrent que la peine reflète l'ampleur de ces actes, mais d'autres s'interrogent sur la possibilité de réhabilitation et le rôle des traitements psychiatriques dans de telles affaires. Vous me direz ce que vous en pensez, on était sur un très lourd récit
pour commencer cette vidéo. De mon point de vue, je comprends la peine qui a été effectivement donnée, mais ce qui me fait doucement sourire d'ironie, c'est que parfois nous avons, et nous l'avons vu, des cas beaucoup plus graves avec des adultes qui n'ont aucun problème mentaux ou peu importe, et qui ne prennent que quelques mois ou alors une caution tout simplement. Du coup, effectivement, on est quand même sur pas mal de questionnements et j'attends vos avis dans l'espace commentaire. Pour cette deuxième affaire, on est un petit peu plus tôt dans le temps, tout simplement. Nous sommes en 2007, le 24 décembre. C'est le soir du réveillon de Noël et la petite ville paisible de Carnation, dans l'état du Washington, a été le théâtre d'un massacre qui a horrifié le pays. Une querelle familiale, apparemment banale, s'est transformée en bain de sang lorsque Michelle Anderson et son petit ami Joseph McEnroe ont assassiné 6 membres de la famille Anderson, dont 2 enfants. Wayne et Judy, les parents de Michelle, étaient des figures respectées dans leur communauté. Wayne, un ingénieur chez Boeing, et Judy, employée de services postaux, étaient connus pour leur gentillesse et leur implication locale. Le couple avait 3 enfants, Michelle, Scott et Mary, et ils vivaient dans une maison rurale tranquille près de Seattle. Les victimes de ce massacre comprenaient Wayne, Judy, ainsi que leur fils, Scott, sa femme Erica et leurs enfants Olivia, 5 ans, et Nathan, 3 ans. Le drame s'est déroulé dans la maison familiale où les Anderson avaient prévu de célébrer Noël. Parmi les 3 enfants Anderson, Michelle semblait être celle qui éprouvait le plus de ressentiment envers ses parents. Bien que certains de ses anciens camarades se rappellent d'elle comme une personne douce et artistique, Michelle affirmait que son enfance avait été marquée par des mauvais traitements. Elle accusait son père de l'avoir frappée et sa mère d'être froide et distante. Cependant, aucune preuve tangible d'abus n'a été trouvée lors des enquêtes ultérieures, suggérant que son éducation était normale. Ses relations conflictuelles avec ses parents se sont intensifiées à l'âge adulte. Michelle ressentait un sentiment croissant de rejet et d'injustice, en particulier concernant des désaccords financiers et aussi des petits problèmes mineurs. Ironiquement, malgré ses tensions avec ses parents, Michelle était très proche de son frère, Scott, qu'elle décrivait comme une figure de confiance et de soutien dans sa vie. Cette relation rendait son implication dans sa mort encore plus incompréhensible. Les enquêteurs ont découvert que ce massacre avait été motivé par des problèmes mineurs amplifiés par ce ressentiment croissant de Michelle envers la famille. Elle a reproché, Michelle, à ses parents de la traiter injustement. Elle leur demandait un soutien financier qu'ils auraient à chaque fois refusé. La tension a culminé avec une série de disputes dont Michelle semblait incapable de se remettre. Accompagnée de son petit ami, Joseph, Michelle a mis en œuvre un plan choquant. Éliminer toute sa famille. Les détails du crime, marqués par une violence froide et méthodique, ont révélé un manque d'empathie glaçant. Le massacre dans cette maison reste une affaire emblématique pour sa brutalité et son incompréhensibilité. Il a laissé tout le quartier dans un état de choc, endeuillé par la perte de 6 vies précieuses, dont celle de 2 jeunes enfants qui incarnaient l'innocence de la saison des fêtes de Noël. Michelle Anderson et Joseph ont été arrêtés peu de temps après le crime, et leur procès a révélé les détails sinistres de leur plan. Leur condamnation a apporté une forme de justice, mais cette tragédie a laissé une cicatrice indélébile pour tout le monde. L'histoire tragique de Michelle et de Joseph est marquée par une spirale de paranoïa, de tension familiale et de déception. Et donc, ça a fait l'un des meurtres familiaux les plus choquants des États-Unis. On remonte un peu dans le temps. En 2002, Michelle rencontre Joseph sur un site de rencontre. Lui, il est décrit par ses proches comme excentrique, fragile, et il dit qu'il est guidé par un être spirituel. Et il souffre de troubles anxieux assez graves. Leur relation s'est intensifiée, ils sont devenus inséparables. Ils emménagent ensemble dans une maison mobile à Washington. Leur relation était marquée par un climat de méfiance et d'instabilité. Les voisins ont rapporté des comportements étranges comme des fenêtres noires, des disputes fréquentes, un sentiment palpable que le couple voyait le monde comme une menace constante, une vraie paranoïa. Michelle, elle, était perçue comme dominante et elle répondait souvent aux questions à la place de Joseph, soulignant un petit déséquilibre dans leur dynamique. 4 ans plus tard, en 2006, les difficultés financières du couple les ont contraints à quitter leur maison mobile pour vivre dans un camping-car sur la propriété des parents de Michelle,
Wayne et Judy Anderson. Ce nouvel arrangement a exacerbé les tensions. Wayne et Judy, autrefois indulgents, ont commencé à demander un loyer à leur fille et à son petit ami pour couvrir les dépenses liées à leur séjour, parce qu'ils étaient là, tout frais payés. Pour Michelle, cette demande représentait une trahison. Elle a perçu ça comme une preuve supplémentaire que sa famille ne la respectait pas et la traitait injustement. Ce sentiment de rejet s'est amplifié, particulièrement envers son frère Scott, qu'elle accusait de lui devoir de l'argent. Vous savez, celui qu'elle voyait comme vraiment le frère modèle. Au fil des mois, le ressentiment de Michelle s'est transformé en haine. Et en décembre 2007, à l'approche des fêtes, elle a formulé un vœu sinistre. Je cite: « Si ma famille ne commence pas à me respecter d'ici Noël, je les tue tous. » Bien que ce commentaire ait été perçu comme une menace vague ou impulsive, il s'agissait en réalité d'un avertissement glaçant des événements qui allaient suivre. La relation entre Michelle et Joseph a évidemment joué un rôle crucial dans cette tragédie. Leur isolement social, alimenté par la paranoïa, la rancune, tout ça a créé un environnement où les idées les plus sombres de Michelle pouvaient se transformer en plans concrets. Joseph, influencé par Michelle et lui-même mentalement instable, a suivi sans remettre en question les projets de sa compagne. Ce cocktail de frustration personnelle, de tension économique, d'un environnement psychologique toxique a culminé le 24 décembre dans un massacre qui a laissé tout le monde sous le choc. L'histoire de Michelle et Joseph est un sombre rappel des dangers de la désintégration familiale, de l'isolement social et des signes d'alerte ignorés. Ce vœu de Noël tragique, exprimé en rancune, est devenu une réalité qui a détruit une famille entière et qui a marqué l'histoire criminelle des États-Unis. La veille de Noël 2007, ce qui devait être une célébration familiale, s'est transformé en carnage planifié et exécuté avec une froideur déconcertante. Michelle et Joseph, armés et résolus, ont anéanti 6 membres de la famille Anderson dans un échelonnement méthodique de violence. Wayne et Judy, les parents de Michelle, préparaient leur maison pour accueillir leur famille. Judy emballait des cadeaux pour ses petits-enfants, Olivia et Nathan, qui avaient 5 et 3 ans, qui devaient arriver plus tard. Michelle et Joseph arrivent plus tôt, avec des armes de poing achetées des mois auparavant. Le plan se met en marche lorsque, dans un accès de rancune, elle pointe son arme sur son père, Wayne. Mais son arme s'est enrayée. En entendant l'agitation, Judy entre dans la pièce accompagnée de Joseph. Ce dernier a pris le relais et il a tiré une balle mortelle dans la tête de Wayne. Judy se met à crier et Joseph tire 2 fois sur elle. Une balle dans le corps, une balle dans la tête. Avec une froideur efficace, ils ont éliminé les parents et ont pris le temps de nettoyer la scène, préparant la maison pour les prochaines victimes. On était vraiment sur un plan purement calculé. Un peu plus tard, Scott, le frère de Michelle, arrive avec sa femme Erika et les 2 enfants, Olivia et Nathan. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Michelle, armée, confronte Scott dès son entrée. Comprenant immédiatement la menace, Scott a voulu désarmer sa sœur. Mais Joseph est intervenu. Il tire sur Scott et le tue. Michelle a ensuite terminé ce que Joseph avait commencé en tirant à plusieurs reprises sur Scott pour être sûr qu'il soit décédé. Erika, tentant désespérément de protéger ses enfants, a supplié pour leur vie. Malgré cette tentative, elle a été blessée par balle. Dans un dernier élan, elle réussit à composer le 911. Mais son appel a été interrompu parce que Joseph a arraché les piles du téléphone. Joseph, déterminé à ne laisser aucun témoin, a tiré une balle dans la tête d'Erika, ce qui a mis fin à son combat. Olivia et Nathan étaient les dernières victimes. Innocents, incapables de comprendre ce qui était en train de se passer, ils n'ont pas été épargnés. Olivia a imploré sa tante, mais en vain. Le couple a décidé de les tuer, justifiant leur acte plus tard en disant qu'ils ne voulaient pas que les enfants grandissent sans parents. Ce massacre planifié avec une précision déconcertante a choqué tout le monde. Mais le 911 a finalement été alerté lorsque les corps ont été découverts, révélant l'ampleur de ce qui s'était passé ce soir de Noël. Leur crime était motivé par des rancunes qui se sont transformées en une haine meurtrière. Le contraste entre l'amour familial et la violence brutale de cette nuit a laissé une cicatrice dans l'histoire américaine, et pas seulement, parce que même moi je vous avoue que c'est un crime qui m'a tellement choqué. Et surtout que cet acte vraiment, il a été complété par une brutalité en tuant les 2 enfants. C'est-à-dire qu'il restait les 2 enfants,
ils les ont tués de sang-froid. Nathan a même offert les piles du téléphone à Joseph, un geste innocent qui reflétait l'innocence de cet enfant face à la terreur, et il a quand même tiré sur lui, il l'a exécuté de sang-froid. Et ensuite, il a retourné son arme contre Olivia, et il l'a tuée aussi. Michelle avait dit qu'elle ne voulait pas que les enfants grandissent sans parents, et lui a dit qu'il ne voulait pas être dénoncé. Le raisonnement glacial de Joseph montre le degré d'insensibilité atteint par le couple. Cette insensibilité née d'une paranoïa. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, ils ont constaté que la porte d'entrée était verrouillée et ils n'ont pas cherché à entrer ou à enquêter plus en profondeur. C'était absolument horrible parce que ça a permis au corps des victimes de rester indécouvert pendant 2 jours entiers. Le 26 décembre, Judy ne se présente pas à son travail. Son amie proche, Linda, s'inquiète. Elle va sur place et elle découvre la scène. Elle appelle le 911 et elle décrit les corps des victimes. La police revient, il fouille la propriété et il commence à reconstituer les événements. Michelle et Joseph, eux, sont retournés sur les lieux. Leur apparition inattendue a immédiatement suscité des soupçons pour les enquêteurs. Leur explication pour leur présence, c'était un voyage prétendument raté à Las Vegas, suivi d'un retour soudain et ça n'a convaincu personne. Michelle semblait détachée, presque indifférente à l'agitation policière autour d'elle. Les deux sont arrêtés, ils sont interrogés et Michelle cède rapidement. Elle nie au début toute implication et elle finit par dire « c'est bon, c'est de ma faute ». Son aveu, associé à des incohérences flagrantes dans leur récit, a permis aux enquêteurs de confirmer que le couple était responsable de cette tuerie. L'affaire de Carnation est restée dans les mémoires comme un exemple terrifiant de ce qui peut arriver lorsqu'une querelle familiale mélangée à des personnes toxiques, des troubles psychologiques et une paranoïa peut faire. La perte d'Olivia et de Nathan, si jeunes et innocents, a profondément marqué une communauté qui était déjà vraiment choquée par l'ampleur de la tragédie. Ce crime, le soir de Noël 2007, a révélé un motif aussi absurde que tragique. Tout ça à cause des demandes de paiement de loyer, des dettes soi-disant non remboursées par son frère, a créé une vengeance de la part d'un couple qui était assez reclus de la société. Michelle avait même prévu de fuir au Canada avec Joseph après les meurtres, mais au dernier moment, le couple a voulu revenir sur les lieux du crime. Et donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont été arrêtés. Au cours du procès, Joseph a révélé des détails glaçants sur les meurtres. Il a expliqué comment, avant de tirer sur Erika, il lui avait présenté des excuses. Une confession de plus sur cette horreur. Plus choquant encore, il a raconté comment le petit Nathan comprenait probablement le danger imminent et lui avait rendu les piles, comme je vous l'ai dit, dans un acte de tragédie innocente. Michelle, en revanche, n'a montré aucun remords. Lors de son interrogatoire, elle a admis qu'elle croyait que sa famille méritait son sort. Elle s'est présentée comme une victime de ses propres frustrations, sans se soucier de la souffrance qu'elle avait infligée. Les procès du coup de Michelle et Joseph ont été retardés à plusieurs reprises, d'abord à cause de changements dans les lois sur la peine de mort, puis à cause de questions concernant leurs compétences mentales. Le procès de Joseph a finalement débuté en 2014. La défense a tenté de le disculper en suggérant qu'il avait été manipulé, mais le jury n'a pas été convaincu. Et en mars 2015, il a été reconnu coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre aggravé au premier degré et évidemment, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Michelle aussi a été condamnée à la prison à vie et bien qu'elle ait initialement demandé à être exécutée pour ses actes, son équipe de défense a plaidé pour épargner sa vie, ce qui a conduit à une peine de 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive sans possibilité de libération. La ville de Carnation, autrefois calme et paisible, porte désormais le poids de cette tragédie. La perte insensée de ces 6 vies, en particulier celle des 2 jeunes enfants, reste un fardeau douloureux pour ceux qui ont connu la famille Anderson. Ces meurtres ont mis en lumière les dangers d'un ressentiment non résolu et de la violence qui peut en découler. Le vide laissé par cette disparition tragique reste vraiment compliqué et seul le temps pourra partiellement alléger, mais jamais la cicatrice sera refermée et honnêtement la mémoire des enfants, je pense que c'est quelque chose qui restera à jamais dans l'histoire de cette ville. Ces 2 crimes, aussi différents qu'ils paraissent, nous rappellent que la violence peut surgir de manière inattendue là où on ne l'attend pas. Derrière chaque acte de cruauté, des dynamiques familiales complexes et souvent invisibles se jouent, entraînant des drames irréparables. Dans ces 2 affaires, la justice a été rendue, mais le poids des souffrances laissées derrière elle
persiste, bien au-delà des verdicts. Voilà tout le monde pour cette vidéo comportant 2 affaires true crime. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous intéresser et vous, j'allais dire vous plaire, mais non, parce qu'en vrai, je suis désolé, mais moi cette affaire là, la deuxième, elle me retourne vraiment le cerveau et je me dis tout ça pour de l'argent quoi. Dans la première affaire, j'ai envie de me dire que peut-être la petite effectivement avait des troubles mentaux qui ont été ignorés et mal diagnostiqués, et encore, je pense que c'est mon côté crédule qui me dit ça en mode j'espère qu'il peut y avoir une raison même s'il n'y a aucune raison pour tuer quelqu'un. Mais là, dans cette affaire, tout était calculé, la mort des enfants, tout pour une demande de loyer, un sentiment de rejet qui n'existe même pas étant donné qu'ils étaient invités à Noël. Bref, je vais arrêter de parler ici, vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire par rapport à ces 2 affaires. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez continuer à nous soutenir gratuitement sur Murders Explained. Je vous retrouve dans quelques jours pour une ou plusieurs affaires horrifiques, j'aime bien ce concept de compilation. Bye guys, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.